Bonjour à toutes et à tous. Merci au Collège du Pic Saint-Loup pour ces questions. Moi, je m'appelle Nicolas Bricasse, je suis chercheur socio-économiste et j'ai longtemps travaillé sur qu'est-ce qui fait changer les comportements alimentaires des individus, des gens. Et j'ai travaillé ces questions aussi bien en Afrique, en Asie, en Amérique, mais maintenant aussi en Europe et en France. Et puis je m'intéresse aussi aux politiques alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire pour améliorer la situation. Alors pour essayer de répondre à vos questions, il faut raconter un peu l'histoire. Il y a à peu près un siècle, l'Europe et puis ensuite l'Amérique du Nord, l'Australie ont inventé des façons de produire de la nourriture qui utilisent beaucoup de ressources, d'énergie, d'engrais fossiles, c'est-à-dire qui sont stockés quelque part, dont on peut utiliser un peu le stock, mais en faisant ça, on épuise le stock. Alors c'est le stock de gaz, c'est le stock de pétrole, c'est le stock de charbon, c'est aussi le stock d'engrais. Il y a certains engrais qui sont présents en très grande quantité dans le sol. Alors on pompe dedans, on pioche dedans, mais en fait au bout d'un moment on épuise ce stock. La deuxième chose, c'est que ces systèmes, ils ont utilisé beaucoup de chimie pour produire de l'engrais, beaucoup de chimie pour produire des médicaments qui soignent ou protègent les plantes, ce qu'on appelle les produits phytosanitaires. Donc les médicaments des plantes et aussi les médicaments des animaux utilisés à partir de l'industrie chimique. Et puis beaucoup d'emballages. Et puis on a fait des productions très très spécialisées, c'est-à-dire qu'avant sur un même champ, on mélangeait plusieurs variétés de plantes. Alors là, on a arrêté de faire ça et puis on s'est dit, bon, on va faire que du blé ou que du colza et puis on a fait comme ça des cultures très spécialisées. Le résultat de ces systèmes de production, c'est que pour arriver à les mettre en œuvre, on a aussi coupé beaucoup de forêts. On a énormément détruit la forêt depuis un siècle pour produire de la nourriture. Alors tout ça, ça a permis une chose incroyable, c'est qu'on a fait exploser la production alimentaire et qui fait qu'aujourd'hui, on produit beaucoup plus de nourriture que ce dont on a besoin. Donc du coup, la nourriture, elle est pas chère. Et puis, surtout, elle est donc très abondante. On en jette énormément, on en jette une grande partie. Et alors, ça a permis en fait effectivement d'augmenter la production alimentaire plus vite que la population qui s'accroissait aussi rapidement. Mais le problème, c'est que avec ces modes de production très très productifs, on peut dire, avec de très très hauts rendements, en fait, on a épuisé les ressources, on a contribué à épuiser les ressources en engrais phosphatés, les ressources en gaz, les ressources en pétrole, les ressources en charbon. Mais plus grave, on s'est mis à polluer énormément. On a pollué les rivières, on a pollué l'eau souterraine. Il y a plein d'engrais qui finissent par aller dans l'eau souterraine. L'eau, elle s'écoule dans les rivières, elle arrive dans la mer. Et vous avez peut-être entendu parler, par exemple, autour de la Bretagne, il y a plein d'algues, parce que les algues, elles ont poussé, parce que l'engrais qu'on avait mis dans la terre, on en avait trop mis et il est parti dans la mer. Il a fait des algues. Vous avez peut-être entendu pendant le Vendée Globe, le tour du monde à la voile, tous les bateaux se plaignent qu'ils rencontrent des marées d'algues absolument épouvantables, ce qu'on appelle les sargasses, qui polluent et qui tuent, y compris la faune, c'est-à-dire tous les poissons et les êtres vivants dans la mer. On a fait des montagnes de déchets plastiques parce qu'on a beaucoup trop d'emballages. Donc vous avez entendu parler du continent des plastiques dans la mer, mais qui tue également tous les poissons. La destruction de la forêt, elle a créé des déséquilibres et c'est comme ça que sont apparues des nouvelles maladies, des nouveaux virus. Et le coronavirus dont on souffre aujourd'hui, il provient aussi de la déforestation et des déséquilibres qu'on a engendrés en coupant trop de forêts. Et puis la grande spécialisation, le fait que faire de la monoculture, le fait de mettre beaucoup de produits chimiques pour tuer les insectes, a détruit en fait la vie des sols. Dans les sols, il y a des milliards d'animaux microscopiques,
des insectes, des lombriques, mais aussi des tas de bactéries. Mais en fait, on a beaucoup tué les sols et on a détruit ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est pas uniquement les grands animaux qui disparaissent, mais c'est aussi les petits animaux, les insectes, les abeilles, par exemple, qui finissent par mourir parce que on applique des pesticides, des produits chimiques pour protéger les plantes, mais en même temps, ça tue les animaux. Donc, ce système qu'on a inventé dans les pays industrialisés, comme on les appelle, il tend à se généraliser à l'ensemble de la planète. Et en fait, aujourd'hui, il menace tout simplement la possibilité de continuer à produire autant. Parce que les sols sont morts, parce qu'on a de nouvelles maladies, parce qu'on a trop de pollution et parce qu'on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, notre système alimentaire, la façon dont on produit dans l'agriculture, dont on transforme les produits dans les usines, dont on commercialise les produits jusqu'aux consommateurs, grosso modo, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, de toutes les gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il y a 3 leviers, je dirais, sur lesquels on peut essayer d'agir. Le premier, c'est les comportements des consommateurs. Et grosso modo, les leçons qu'on peut tirer dans la complexité de ce qu'on vient de voir dans l'exposé précédent, c'est consommer moins, tout simplement. Consommer moins de tout. En fait, les pays riches que nous sommes, on consomme beaucoup trop par rapport aux capacités de la planète à tenir. Si notre modèle de consommation se généralise à toute la planète, eh ben, en fait, il faut plusieurs planètes pour arriver à le satisfaire. Et donc, ça veut dire qu'on va être condamné à l'avenir à nous consommer moins, mais en permettant aussi à ceux qui consomment très très peu de pouvoir consommer un peu plus pour arriver à être en bonne santé, pour arriver à se faire plaisir aussi en diversifiant leur alimentation. Donc, première chose, c'est consommer moins de produits animaux dans les pays où on en consomme énormément, et nous faisons partie de ces pays-là. Ça ne veut pas dire arrêter de consommer les produits animaux, mais ça veut dire en consommer moins. On n'en a pas besoin d'autant, mais je pense que les nutritionnistes, Marie-Jo nous expliquera ça. Et puis, consommer moins de produits très transformés pour lesquels on a utilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'emballage, beaucoup de produits pour stabiliser les produits. Et donc, ça veut dire consommer plus simple. Plus simple, ça veut dire aussi, du coup, moins impactant. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous. Mais en même temps, ce qu'on peut faire nous, on sait très bien que ça ne suffira absolument pas à régler le problème. Parce que si nous, on devient beaucoup plus vertueux dans nos façons de consommer, en fait, ça contribue à diminuer l'impact sur l'environnement, mais d'une façon très limitée. En fait, le gros de la marge de manœuvre, c'est la façon dont les entreprises et l'agriculture travaillent. C'est leur mode de production. Et là, on a besoin d'inventer une autre façon de produire qui n'utilise pas des ressources non renouvelables, qui ne pollue pas. Ça s'appelle, dans le domaine agricole, ça s'appelle l'agroécologie. Et là, il y a un énorme besoin de recherche. On a besoin de chercheurs qui vont inventer des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de transformer, qui sont moins impactantes sur l'environnement et qui aussi rémunèrent mieux l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le système alimentaire. Et ça ne veut pas simplement dire trouver des nouvelles solutions techniques. La recherche ne va pas trouver elle-même toute seule toutes les solutions. Elle va devoir apprendre à travailler autrement. Et donc, on a un double défi pour la recherche, c'est travailler sur l'agroécologie, travailler sur des solutions bonnes pour la planète. Et ça, c'est peut-être vous qui ferez ça dans les années qui viennent, si ça vous intéresse de devenir chercheur. Mais ça voudra dire qu'il faudra le faire autrement et d'apprendre à travailler avec les agriculteurs, avec les transformateurs, et non pas pour eux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les agriculteurs, ils ont plein de savoir, ils ont inventé déjà plein de choses, mais la recherche jusqu'à présent s'était pas beaucoup intéressée à ce qu'ils faisaient. Et donc, ça veut dire que c'est changer aussi la façon de travailler dans la recherche. Et puis la dernière chose sur laquelle il va falloir agir, c'est les politiques, c'est-à-dire les mesures que les gouvernements peuvent prendre pour inciter les entreprises à polluer moins, inciter les entreprises à mieux rémunérer les producteurs,
Et donc là, il y a un travail à mener en termes de politique. La politique, ça veut dire faire des mesures qui favorisent un système alimentaire plus durable. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que il y a des forces économiques, il y a des entreprises qui ne veulent pas changer trop vite le système parce qu'elles ont fait leur richesse et leur puissance sur l'ancien système, utilisant les ressources non renouvelables, polluant beaucoup. On a besoin de changer les rapports de force pour arriver à faire émerger des politiques plus durables. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des bagarres entre des lobbies industriels, des lobbies d'agriculteurs, des lobbies associatifs qui veulent faire changer le système, que le rapport de force aujourd'hui, il est extrêmement défavorable à ceux qui veulent faire bouger l'environnement, qui sont en très grande minorité. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à comment, politiquement, on peut faire bouger ces rapports de force, comment on peut aider les associations qui défendent l'environnement à avoir de meilleurs arguments, à être plus fortes, à être plus convaincantes et à peser davantage dans les décisions politiques. Ça veut dire que c'est à la fois une responsabilité des consommateurs, une responsabilité des entreprises et des producteurs et une responsabilité des politiques. Et que c'est sur ces trois choses qu'il faut agir en même temps. Et chacun, que vous soyez demain chercheur ou demain consommateur, ou demain entrepreneur, ou demain travaillant dans les politiques de la ville, dans les politiques de la région, dans les politiques nationales, ça veut dire qu'à chacun à votre niveau, vous avez des leviers pour faire changer les choses. Voilà.